La Cité européenne des scénaristes présente... Un storyboarder, un illustrateur voit les choses en volume et c'est de la géométrie dans l'espace, tout bêtement. Et donc, quand on était avec nos petits crayons et nos papiers à découper des séquences avec un réal, on s'est tous levés pour jouer la scène. Il nous est tous arrivé de démontrer par la géométrie dans l'espace, en se déplaçant dans un espace, entre quatre murs, à un réalisateur que la scène fonctionne ou ne fonctionne pas. Les storyboarders et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Une fois, je me souviens qu'on m'a demandé de faire la caméra se balade à travers une fibre optique et puis passe dans la sève des feuilles d'une plante et ressort dans un téléphone dans une centrale électrique et t'as 1 heure pour faire ça. Il faut que ce soit clair. Et il y avait que des plans comme ça pendant tout le truc. Leur métier, dessiner les plans qui découleront du scénario, telle une passerelle entre scénariste et réalisateur. Dans ce 7e numéro de l'émission, la parole est aux storyboarders. Quel est leur rapport au scénario ? À eux 5, mes invités du jour ont à la fois officié sur des projets d'animation, donc pour les grands, tels Arcane, Love, Death and Robot, comme pour les moins grands, tels Lucky Luke, Tintin, Oggy et les Cafards, mais aussi sur des projets en prise de vue réelle, tels Le Premier Cercle, Benedetta, Oxygène, Un Prophète ou encore la série OVNI. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en novembre 2021. Je m'appelle Delphine, je suis storyboarder depuis 16 ans, je suis autodidacte en dessin. J'ai pas appris à dessiner, j'ai une maîtrise d'histoire parce qu'il fallait faire plaisir à mes parents, je savais pas quoi foutre après le bac. Je suis partie aux États-Unis 2 ans, j'ai fait 10 ans d'assistanat sur les plateaux, donc ex-assistante mise en scène. Sur les plateaux, en fait, je dessinais quand je tournais pas et donc ça s'est imposé assez naturellement parce que j'ai 2 grands amours qui sont le cinéma et le dessin. Je travaille beaucoup en pub, principalement en pub et en fiction. Voilà. Ensuite ? Alors moi, je suis Philippe Lecomte, je suis storyboarder. J'ai commencé par la bande dessinée dans les années 90, et puis j'ai bifurqué vers le dessin animé en commençant par de l'assistanat anime. Ensuite, je suis rentré dans un studio, j'ai fait du design, du layout, et puis je suis passé au storyboard. J'ai bossé essentiellement dans la série télé. Le projet actuel, c'est une 3e saison de Jamie a des tentacules. Voilà. Ok, merci. Ensuite ? Marc-Antoine Boisdin, storyboarder, enfin dessinateur plus largement. Je fais essentiellement d'ailleurs de la bande dessinée. Dernière prod sur laquelle j'ai travaillé, c'était du live, c'était sur le film d'Alexandre Raja, Oxygène. Très bien, ensuite ? Lionel Alex, pareil, j'ai commencé au siècle dernier. J'ai commencé par l'animation pure. Après, j'ai fait du layout et donc logiquement du storyboard. Après, c'était le plus évident à faire. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait travailler sur Arcane, sur un épisode. J'ai fait Run the World aussi. Ça, c'était du long. Et j'ai réalisé 2 séries aussi. Ok, merci. Et enfin ? Je suis Marie Hénard, je suis storyboarder mais je suis aussi scénariste. Je dessine aussi des costumes pour des films. C'est un peu comme Delphine, j'ai pas fait d'école de dessin. En fait, quand j'étais ado, je dessinais tous les plans des films parce que j'étais passionnée par les films et par comprendre comment ça s'articulait, tous ces plans. Je me suis rendu compte que j'écrivais que des scénarios fantastiques et de science-fiction et qu'en France, on n'en faisait pas. Donc pour me rapprocher quand même des gens qui en faisaient un petit peu, je suis allée bosser dans un studio d'effets spéciaux. Je leur ai proposé mes services gratuitement. Là, j'ai commencé à faire des storyboards pour eux. Ça a démarré ma carrière de storyboarder alors que je savais même pas que ça existait comme métier. Et voilà. Mal comme porte d'entrée. Les derniers storyboards que j'ai faits, c'est La fracture de Catherine Corsini. Et avant, j'ai fait les films de Verhoeven, Benedetta et elle, voilà. Ok, on a un panel assez divers, Voilà. Du coup, c'est cool. Super, merci beaucoup. J'interromps un instant la discussion pour vous préciser 3 termes techniques qui seront employés dans cet échange, faisant référence à 3 étapes de travail. Des invités viennent de parler de layout. Il s'agit en animation de l'étape qui suit le storyboard, où l'on dessine séparément les éléments du storyboard, donc personnages, accessoires, décors, pour pouvoir les animer indépendamment après. Donc ça, c'est le layout. Il sera également question de prédécoupage ou de dessin rough, ROUGH en anglais. Il s'agit de croquis préalables au storyboard, assez grossiers, qui servent à le préparer avant mise au propre. Il sera enfin question de retake board. Cette étape en animation consiste à ajuster le storyboard a posteriori, donc après sa mise au propre, pour telle ou telle raison de production. Voilà, vous entendrez aussi quelques diminutifs tels que dial pour dialogue, prédec pour prédécoupage, board pour storyboard, ainsi que l'anglicisme speedlines, désignant ces traits derrière un personnage, un accessoire ou autre, qui indiquent un mouvement rapide. Allez, on y retourne.
Ma première question, ça va être donc sur vos projets de fiction. Comment vous entrez sur un projet en tant que storyboarder? J'imagine qu'il y a plusieurs portes possibles. Bon, en général, on nous appelle. Ça va être la chargée de production en général, et après, on a rendez-vous avec le réalisateur. C'est toujours un chargé de prod qui vient vers vous? C'est comme ça que vous entrez sur un projet en général? Ou alors, non, si un on directeur de production. Ouais, si on connaît le réalisateur aussi, il peut nous rappeler directement, quoi. Tout le monde pareil? Ouais, c'est pareil. Oui, c'est pareil Oui, aussi, oui. la prod, ouais. Du coup, à quelle étape du projet arrivez-vous en général? Très en amont. En série, il faut avoir un certain nombre de scripts déjà écrits Ouais. pour permettre un roulement après, pour pas être tributaire d'une validation de script en fait. Comme ça passe par les chaînes, par le directeur d'écriture, il y a plusieurs moutures du scénario avant qu'il soit validé. On peut pas commencer avec 2 scénarios. En général, il faut qu'ils en aient une bonne dizaine, voire plus. Pour le live, je pense que c'est un peu pareil, il faut quand même le scénario. Et puis en général, le storyboard intervient souvent quand même sur des plans un peu techniques. Enfin, ça dépend du film, mais moi j'ai principalement travaillé, j'ai pas fait tous les films en entier, j'ai travaillé sur des scènes, notamment il y avait de la 3D, parce que justement c'était pour avoir une vision assez précise de ce qui pouvait se passer à l'image. Et après, ça peut arriver, effectivement, comme dit Marc-Antoine, ouais, c'est tout à fait juste, mais je me souviens d'une série pour Netflix sur laquelle j'avais travaillé, et il y avait effectivement un scénario, des séquences à découper, et on attaquait le découpage technique, et en fait, le réalisateur s'octroyait quand même le droit de réécrire un petit peu quelques séquences, etc. La démarche, dans ce cas précis, c'était pour la série Mortel, c'était de pouvoir un peu découper et avoir un œil sur le storyboard, et ensuite, éventuellement, revenir un petit peu sur l'histoire. Enfin, c'était une collaboration comme ça en parallèle, de dessiner en parallèle de l'écriture, ça nourrit l'écriture. De l'écriture. Alors, ça faisait perdre du temps, c'est pas forcément la meilleure technique, mais il y a aussi ce cas qui est plus rare, où il y a une réécriture après l'exécution des dessins, quoi. J'ai vécu ça parce que j'ai écrit des films que j'ai storyboardés. Et en fait, du coup, comme j'étais scénariste aussi, effectivement, on réécrivait Ça se nourrissait. en fonction des décors qu'on avait, des repérages, etc. Ça permettait de repenser les scènes et de se dire ah mais oui, mais alors ça serait beaucoup mieux comme ça. Et Oui. mais souvent, oui, non, la plupart du temps, le scénario était quand même écrit avant. Oui. Et c'est au moment des repérages et de la pré-production qui se lance qu'on fait le storyboard. Et c'est souvent les scènes à effets spéciaux ou les scènes à cascade ou les scènes compliquées avec des foules, etc. qu'on storyboard en France. C'est pas généralement tout le film. Hein. Et du coup, Philippe, C'est différent. Moi, je bosse essentiellement sur la série. Tout est vraiment bien écrit. C'est de l'animation. Oui, c'est de l'animation. Il faut que tous les designs, les décors, tout ça, faut que ce soit prêt pour pouvoir storyboarder. Donc, c'est plus encadré du c'est coup. très cadré, oui, oui. Et alors, je pense que le storyboard aussi est différent par rapport à la prise de vue réelle. C'est-à-dire que vraiment, dans le storyboard d'anime, on décompose complètement, on fait presque un peu d'anime et on fait jouer vraiment les personnages tels qu'ils vont être à l'écran. La mise en scène est très précise et elle sera telle qu'on l'a dessinée après à l'écran, vraiment. Et de plus en plus même. Ce qui est demandé est de plus en plus détaillé, de plus en plus de poses clés. Je me souviens Oui. quand j'ai fait ça il y a 20 ans, c'était sur papier, et puis il y avait pas autant de poses et tout ça. Maintenant, c'est presque de l'animation, effectivement. L'évolution du métier, je trouve, dans le cas de l'animation, est de plus en plus proche de l'animation, je trouve. Je sais pas si- Mais c'est la série en fait. Le film d'animation, il peut pas traiter pareil non plus. En gros, en série, un épisode, il doit faire 11 minutes. Bon, le format est préétabli. Et donc le nombre de plans, tout ça, il doit être assez précis dans le storyboard. Il y a moins de latitude pour réécrire une scène. Enfin, c'est pas du tout le truc, quoi. Alors que je sais qu'un grand studio américain qui travaille en France, ils ont pratiquement pas de scénario en fait. Ils ont une idée à la base et ils font ça après de manière assez empirique avec beaucoup de storyboarders. Ils commencent à travailler sur les scènes et le film se met en place au bout d'un moment. Mais il faut avoir les moyens en général. Après, un truc comme un film que j'aime beaucoup, Le Grand Méchant Renard, il avait tout dans sa tête en fait quand il a écrit ses courts-métrages et qu'il les a assemblé. assemblés. Ouais. Il y a un truc d'auteur plus en France quand même, dicté par le budget aussi, je pense. Mais ça peut être un truc très empirique aussi. Mais bon, faut avoir les reins solides, je pense. Et les moyens et le temps Ouais, pour ouais, pouvoir c'est avoir ce ça, côté ouais. empirique. Ouais. Il y a aussi un truc fondamental de différence entre l'animation et le live, c'est le fait que en animation, tous les plans sont dessinés, en fait. Il n'y a pas d'acteur, justement, donc il faut absolument que tout soit assez précis pour se rendre compte de si ça fonctionne ou pas, grosso modo. Mais Marie, peut-être que toi, tu as l'expérience de films storyboardés en entier. Moi, je connais pas, mais j'ai l'impression que c'est pas toutes les scènes qui sont faites. J'ai storyboardé un seul film en entier, mais c'est en France, c'est exceptionnel. Hein. Par contre, Paul Verhoeven, lui qui a l'habitude de bosser aux États-Unis, qui a l'habitude de storyboarder entièrement ses films, il était presque déçu qu'on puisse pas storyboarder tout le film, mais il y avait pas le temps et tout ça. Mais lui, il avait fait des crobards de absolument tout. J'ai storyboardé énormément de scènes du film, y compris des scènes pas spécialement avec effets spéciaux, mais pour lui, le storyboard, c'est vraiment la mise en place de tout le film et ça lui permet d'expliquer précisément à toute l'équipe, très simplement en montrant les dessins, quoi. De
de ce qu'on a dit là, vous êtes jamais en contact avec les scénaristes. Je parle pour les projets où le réalisateur n'est pas scénariste, où vous n'êtes pas scénariste vous-même. Quand vous arrivez sur un projet, vous ne discutez jamais avec les scénaristes. Ah non, les scénaristes, pour moi, c'est une population inconnue jusqu'à ce que j'en épouse une, mais... Ouais. Mais c'est vrai que, en l'occurrence, c'est très rare. Je crois qu'il y a aussi presque une volonté de pas trop mélanger les graphistes d'une manière générale pour l'animation avec les scénaristes, notamment de la part des producteurs qui aiment bien quand même, j'ai l'impression, sectoriser les choses pour éviter qu'il y ait pas trop d'entente, d'une certaine manière. En tout cas, que chaque poste soit bien délimité, quoi, et qu'il y ait pas trop de je vais faire ça. Enfin, comme il y a une notion d'auteur, un peu d'artiste chez les deux, peut-être qu'on pourrait s'entendre très bien et partir dans des choses que peut-être je parle de fantasme de prod, quoi. Que le prod pourrait se dire, mais ils vont partir dans des trucs, il faut absolument les cadrer, et du coup, on va empêcher qu'il y ait trop de communication. Je sais pas, je fantasme. Parce que là, tu reconnais que vous avez quand même un métier qui est très proche de ces deux métiers d'auteur, même si l'un est plus pour l'image, l'autre sur le texte. Ça reste quand même des métiers qui pourraient avoir des grosses synergies en fait. Oui, parce que c'est la narration les deux. Et moi, une seule fois, on m'a laissé parler au storyboarder sur une série où j'écrivais en tant que scénariste. Et en fait, c'était super parce que ça a permis de résoudre des problèmes, puisqu'en fait, le storyboarder, il comprenait pas la scène. Et du coup, on a pu parler avec lui et lui dire, en fait, c'est ça la scène, parce que parfois, c'est compliqué d'écrire un truc qui est très cartoon et avec des actions très visuelles. C'est compliqué de la décrire en texte, et si on peut parler avec le storyboarder, on peut lui faire comprendre vraiment ce qu'on avait en tête. Presque en le mimant. Et en fait, ça a permis d'éclaircir vraiment les choses, et il a dit d'accord, ok, je comprends. Et c'est dommage qu'on n'ait pas plus de communication en fait. Moi, je trouve qu'un storyboarder est par moment et un scénariste et un réalisateur et un acteur. C'est-à-dire que il nous est tous arrivé, je pense, d'être dans des salles avec des réalisateurs et déjà de jouer la scène pour mieux la comprendre. Et nous, en fait, on est des dessinateurs, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que on a tous cette sensation quand on lit une ligne, quand on lit des mots, c'est de mettre les choses en volume. Un storyboarder, un illustrateur, un dessinateur voit les choses en volume et c'est de la géométrie dans l'espace, tout bêtement. Et donc, il y a quelque chose qui se soulève comme ça, qui sort du scénario quand on lit des mots et on imagine une scène. Et donc, quand on était avec nos petits crayons et nos papiers à découper des séquences avec un réal, on s'est tous levés pour jouer la scène. Il y a une forme de synergie comme ça entre les mots et le dessin. Et effectivement, ce serait merveilleux qu'on puisse échanger avec des scénaristes et même échanger avec des acteurs parce que il nous est tous arrivé de démontrer par la géométrie dans l'espace, en se déplaçant dans un espace, entre quatre murs, à un réalisateur que la scène fonctionne ou ne fonctionne pas. Et de là, le dessin arrive, le dessin naît. Et le dessin met en amont aussi les problématiques de plateau et tout, parce que le plateau, comme j'ai été assistante 10 ans, c'est un vaste chaos, surtout quand le réalisateur ne bosse pas. On a tous connu ça, et il faut soulever les problématiques, il faut soulever les lièvres en prépa, quoi. Et ce que les productions françaises, à mon sens, commencent à le voir, à le percevoir, mais il faut aller plus loin, il faut vraiment continuer à se battre pour que les producteurs prennent conscience de ça, c'est-à-dire que l'illustrateur, le dessinateur, auprès d'un réalisateur, est bien plus que ça, quoi. Par contre, il me semble qu'il y a vraiment un décalage culturel, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'aller sur un repérage de tournage pour faire du storyboard. Le réalisateur, comme c'est un copain en plus, il m'a inclué dans la discussion. Il y avait toute l'équipe, le cascadeur, le chef-op et tout ça, qui me regardait, mais qu'est-ce que c'est qui lui? Parce que c'est quelque chose de vraiment pas évident, j'ai l'impression, en France. Après, en plus, sur le lieu de tournage, dans les décors réels, peut-être que ça pose d'autres problèmes, mais je pense qu'il y a quand même ce décalage, comme disait Marie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude en France de travailler avec des storyboarders. Moi, j'ai vu des producteurs m'embaucher en se disant que j'étais juste un caprice du réalisateur, quoi. Si le réal ne demande pas... Voilà, c'est le réal généralement qui demande, ou les gens des effets spéciaux qui disent on a besoin d'un storyboard parce que en fait sinon on voit pas ce qu'il va y avoir à l'image, on peut pas bosser, quoi. Ou les cascadeurs, etc. Mais en France, il y a aucune culture du storyboard pour la prise de vue réelle. C'est vraiment dommage parce qu'en réalité, ça fait gagner énormément de temps au tournage parce que même le premier assistant, il peut faire un plan de travail hyper précis s'il a les plans. Le réalisateur, il peut tourner dans l'ordre des axes et non pas dans l'ordre des plans, et ce qui fait gagner énormément de temps. Donc en fait, je pense que si on storyboardait les films en France vraiment, ça ferait pas perdre d'argent du tout, puisque ça serait un gain de temps au tournage. Très longtemps, on faisait des films en France qui nécessitaient pas d'avoir de storyboard. Si c'est vraiment axé sur les acteurs, il y a beaucoup de films qui nécessitaient pas d'avoir vraiment de storyboard. En même temps, je me demande si dans les films à cascade de Belmondo, paix à son âme, quand il faisait des cascades, est-ce qu'il y avait du storyboard, ou alors est-ce que Rémi Julien disait là, on va mettre la caméra là, on va faire ci. Pour avoir travaillé avec Costa Gavras ou des gens comme ça, en fait, c'est des gens qui découpaient tous leurs films sur papier comme ça, avec les plans vus du dessus et tout ça, quand ils avaient pas storyboard. Et c'est en amont des partis pris de mise en scène, même quand c'est une scène purement dialoguée où on pourrait faire juste un chant contre chant. Lui, il choisit un parti pris de mise en scène. C'est juste une philosophie du cinéma, quoi. Le storyboard et l'écriture, en fait, de l'image. Voilà. Que ça raconte. Donc c'est ça, le storyboard, c'est de la narration. Donc ça, on peut faire de la captation de jeux d'acteurs. Il y a plein de films qui se font comme ça. C'était ça pendant longtemps en France. Voilà, c'était ça pendant longtemps. C'était comme au théâtre. Bon, allez, on met la caméra là. On fait... Aujourd'hui, en plus avec le numérique, on filme à 3 caméras et puis on verra au montage.
Il y a beaucoup de films qui se font comme ça, mais du coup, il n'y a pas de parti pris de mise en scène. Mais justement, il faut pas forcément non plus des scènes d'action. Hitchcock faisait du storyboard. C'est pas rempli de scènes d'action. Par contre, il y a des partis pris, effectivement, comme tu dis, des points de vue, des choses, des compositions d'images, de contrastes et tout ça qui peuvent passer par le dessin. Philippe, tu rejoins tout ce qui a été dit aussi. Oui. Je crois que c'était une des premières saisons de la série sur laquelle je travaille, La Jamie des Tentacules. Ils avaient essayé déjà d'organiser des réunions de tous les scénaristes ensemble, ce qui est assez rare, parce que je crois, en tout cas dans la série, chaque scénariste bosse dans son coin, il y a le directeur d'écriture qui fait un peu la jonction entre tous, mais ils se voient pas entre eux même. Et donc nous, jamais. Mais effectivement, ils faisaient des réunions dans le studio, c'était pas organisé pour qu'on échange, mais déjà, le fait que les scénaristes se voient entre eux, je trouve que c'est pas mal. Déjà une étape. Pour sentir l'esprit de la série, pour se filer des idées, j'en sais rien, enfin pour discuter. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais sinon, jamais on a de contact, effectivement, avec les scénaristes. C'est pas prévu et il y a pas le temps, quoi. On a l'impression qu'on est tellement ric-rac au niveau du planning, on est toujours à courir comme des malades pour finir les trucs. Je pense qu'il faut le prévoir et puis le financer. C'est du temps et en général, il n'y a pas assez de temps. Donc, Quand vous lisez un scénario pour la première fois, un projet sur lequel vous arrivez, quelles sont les premières questions que vous vous posez? Combien de plans ça va faire, ce truc-là? Souvent, je me dis, c'est vachement compliqué, ça. Il va y avoir vraiment beaucoup de plans, quoi. Puisque dans la série, effectivement, comme disait Lionel, on a un nombre de plans à peu près préétabli. Et donc, comment ça va rentrer là-dedans, quoi. Après, d'abord, c'est l'impression qu'on a, est-ce que c'est bien, est-ce que ça me plaît, est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est intéressant. Oui, c'est ça, ouais. Mais aussi, il y a une phrase, mais ça, c'est 20 plans, quoi. Et c'est pas plus de 15 plans par page, quoi. Donc, c'est ce calcul qui se fait en même temps que la lecture, pour moi. Je pense qu'on a tous une lecture en images. Alors qu'on fait d'abord tous une première lecture des scripts, quels qu'ils soient, live ou animation. Et de là va découler, ça je le vois bien, j'ai envie de le dessiner, ça va être problématique. Il y a beaucoup de personnages en plan, là. Il va falloir que je pense que de la première lecture, il y a ça qui vient à l'esprit, effectivement. Et ensuite, les questions plus techniques de combien de temps, combien de plans je vais prendre pour ça, par rapport à la durée. Ce qui se pose moins dans le live, plus d'un truc d'animation, parce qu'animation, il y a un nombre de plans limité, tout ça. Le live, souvent, on dessine des scènes comme ça, donc il n'y a pas trop de notion le nombre de plans, et puis ça dépend du réel. Parfois, il m'est arrivé aussi dans des choses d'animation, mais 3D, de discuter des projets courts, discuter plan par plan. Un réalisateur comme Alexandre Aja, par exemple, lui, il a une vision très précise de ce qu'il veut faire. Donc il va m'expliquer, il va être là avec ses doigts, faire des mouvements de caméra et m'expliquer. Et après, nous, on doit rendre ça, en fait, en image ensuite, pour que ça soit le plus fidèle possible à sa vision de réalisateur. Il y a plusieurs lectures du scénario, puis il y a aussi des contraintes de coûts, d'argent, etc. Parce qu'avant même une première lecture, il peut y avoir un directeur de production qui nous dise on n'a pas beaucoup de temps, on part avec un réalisateur qui découpe beaucoup, etc. On sait qu'il y aura une deuxième lecture avec le réalisateur, et ce réalisateur a lui-même sa vision qui est de peu découper ou pas découper. Donc nous, effectivement, c'est très juste ce que tu dis, Marc-Antoine. Il y a immédiatement une vision qu'on a, mais on sait que la vision va être un peu, pas biaisée, le mot n'est pas juste, mais ça va être autre chose, ça va être une conversation après sur le nombre de plans exécutés. Et je me souviens notamment d'une aventure avec Éric Lartigot où il sait précisément ce qu'il veut, et je savais qu'il y avait ma lecture à moi, mais que de toute façon il y aurait la lecture de Lartigot, et que tout était prédécoupé, et il y avait des plans qui sautaient, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires ou pas. Donc vos questions, c'est aussi qu'est-ce qui va finalement être gardé au moment de la réalisation? Qu'est-ce qui va être découpé? En fait, c'est le découpage technique qui est vraiment la manière dont cette séquence-là qui est écrite avec 15 lignes, en fait, ça peut être un storyboard qui nous prend 3 jours parce qu'il y a 150 plans à dessiner, comme ça peut être un plan séquence, tout aussi compliqué, mais il y a vraiment 2 lectures. Et nous, la lecture qui nous vaut à nous, qui est notre métier, c'est le découpage, quoi, finalement. Marie, Lionel, vous, les questions que vous posez à la lecture sont à peu près les mêmes? Il y a plusieurs façons de travailler, dans le live, en tout cas, il y a plusieurs façons de travailler avec un réalisateur. J'ai vu des réalisateurs qui ont une vision extrêmement précise, plan par plan, et qui vous expliquent toute leur vision de chaque plan et de chaque raccord. Comme Verhoeven, par exemple, lui, il sait exactement, c'est à la Hitchcock, c'est vraiment ultra précis. Il me fait même des croquis, il me mime les trucs, il a des références picturales, il y a le décor, il y a tout. Il bosse, quoi. C'est ultra précis. Il y a d'autres réalisateurs avec lesquels on bosse sur le découpage avec eux, en réfléchissant à la meilleure manière avec eux de le découper. Évidemment, c'est eux qui choisissent au final, mais on peut discuter de découpage et dire ah oui, alors ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et puis il y a plus ou moins de choses calées au départ, c'est-à-dire que parfois on n'a pas le décor, on n'a même pas les comédiens, on sait pas qui va jouer dans le film, on sait pas où ça va se tourner, dans quel décor, etc. C'est beaucoup plus précis dès qu'on a les décors, qu'on peut discuter avec le chef déco, la costumière, etc. Enfin, je dis la costumière ou le costumier. On n'a pas toujours tout ça au moment où on le fait. Et il y a des réalisateurs qui laissent le storyboarder proposer un découpage entièrement et qui s'en occupent pas. Voilà. En pub, qui est encore un autre monde, c'est un autre vortex obscur, et où il y a effectivement le board agence qui est très cadré, où on est vraiment des exécutants pour le coup,
parce qu'en fait, c'est l'annonceur qui fait appel à l'agence pour travailler sur un storyboard qui va être très propre, très posé, très joli, qui correspond à la vision du client, qui ne sait pas forcément visualiser la scène et comprendre un petit peu ce qu'il veut, et tout ça pour mettre tout le monde d'accord. Donc pour moi, c'est un PowerPoint, quoi. Et après, effectivement, l'agence va aller chercher une prod pour fabriquer le film, et là, on ajoute un peu de cinéma, un peu de magie comme ça à ce bord d'agence qui est très plat finalement, et on fait appel à un réalisateur, et très souvent, trop souvent malheureusement, c'est juste un pitch, en fait, c'est 5 lignes que j'ai avec le concept et il faut se démerder avec ce qu'on a. Donc c'est encore autre chose. Alors c'est un monde absolument passionnant, mais que je trouve assez dur aussi, c'est très politique, et il y a beaucoup, je vais me faire des ennemis, mais il y a beaucoup de réalisateurs qui sont là, qui sont plus des photographes de mode, etc., et qui attendent du storyboarder de découper et de s'occuper de la mise en scène, parce que la mise en scène, ce sont des considérations pour le peuple. Donc c'est passionnant, mais c'est encore autre chose, et c'est là où je dis pas forcément de réalisateur, donc c'est très excitant parce qu'il faut découper, il faut partir vraiment dans le truc et proposer, mais voilà. Qu'est-ce que votre travail peut révéler d'un scénario en fiction qui peut amener par exemple à des réécritures ou à des reconsidérations du projet? Je sais pas trop si c'est réécrit derrière. Il y a des choses qu'on voit après le résultat parce qu'on fait le storyboard, et après je vois les différences ou les choses amenées ou les plans qui ont carrément disparu. Donc je sais pas si c'est un problème de budget, un problème de narration, le réalisateur qui disait bon bah on n'a pas besoin de cette scène-là. Moi à mon niveau, en tout cas en tant que storyboarder, j'ai jamais trop le retour. Peut-être que plus en animation, mais dans le live c'est un peu flou là-dessus. Oui, en animation quand même, quand tu fais le prédécoupage, déjà tu arrives à voir si les séquences s'articulent bien ou si il faut développer plus une partie que l'autre. Si Dans un board qu'on a fait, il y avait une incohérence, enfin un truc, on se dit mais il y a des personnages à la fin de l'épisode, ils trouvent un truc dans une forêt, des costumes, enfin bref, et en fait à aucun moment dans l'histoire, dans le scénario, c'est suggéré amené par miracle, tiens, ils trouvent des trucs. Un Deus Ex Machina, Mais, quoi. oui, voilà. Il y a une astuce, on trouve le truc, mais voilà. Ça peut révéler des incohérences ou des oublis. Des trucs peuvent très bien passer à l'écrit, et une fois qu'ils sont mis en scène, on se rend compte que ça marche pas du tout, même que la situation des personnages tels que décrits ne marche pas. Enfin, géométriquement, ça marche pas. Et ça, le storyboard permet quand même de régler tout ce type de problème. Donc, j'avais travaillé sur une série, les scénarios étaient très bien écrits. En fait, c'est assez facile de se laisser porter par l'écriture, parce que comme les personnages sont bien caractérisés, les situations sont pas non plus complètement aberrantes. Il y a des trucs techniques à régler, mais c'est pas non plus une catastrophe. Donc c'est plus facile, alors que dans certaines séries sur lesquelles j'ai travaillé, c'était beaucoup plus difficile d'avoir déjà une situation qui porte l'épisode, en fait. Disons que le pitch était tellement tordu à la base que pour arriver à rendre ça cohérent, c'était très très difficile, quoi. Alors pour défendre les scénaristes français, hein, dont je fais partie. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Oui, non, mais je sais. Quand on est scénariste d'animation en France, il faut savoir qu'il y a énormément de contraintes en amont, c'est-à-dire qu'on doit respecter une Bible, qu'on a plein de personnes qui vont donner leur avis sur le scénario et nous imposer des idées, des trucs et tout ça. Le diffuseur, le producteur, le réalisateur, éventuellement le directeur d'écriture, etc. Et parfois, il y a plusieurs diffuseurs qui donnent leur avis et qui veulent du bleu plutôt que du rouge et des trucs. On se retrouve parfois avec des notes totalement contradictoires ou des gens qui interviennent sans nous le dire dans nos textes et réécrivent des trucs. Donc parfois, j'imagine que ça donne un truc incohérent à la fin. C'est pas forcément la faute du scénariste, voilà. Pour abonder dans le sens de Marie, mais je suis pas scénariste donc je peux me lâcher. On voit souvent des textes qui sont réécrits et le scénariste n'est même pas au courant. Donc je pense qu'il y a un problème aussi de respect du travail du scénariste et de la place du scénariste et de confiance. Je repense à ce que disait Philippe. Effectivement, il y a par moments des incohérences, mais des incohérences, il y en a à tous les postes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à un moment donné qui fonctionne pas. Et je me souviens d'une scène de crime que je devais storyboarder dans une forêt où il y avait quelque chose au scénario ça ne marchait pas. Mais une fois encore, le réalisateur très justement me disait effectivement ça a été écrit, réécrit, c'est compliqué, on n'y arrive pas. Et c'est en dessinant la séquence qu'on s'est rendu compte que visuellement ça ne marchait pas. C'était complètement absurde, quoi. Et donc ça a poussé le réalisateur à réfléchir à autre chose, trouver des solutions. Et effectivement, il a fallu changer 3 lignes, mais c'était pour apporter une solution. Dans l'espace, ça ne marchait pas, quoi. C'était juste ça. Et c'était une petite incohérence. Moi, j'ai vécu ça sur les films que j'ai écrits et que j'ai storyboardés. Donc, Oui. Effectivement, quand on a le vrai décor, Oui. on se rend compte que effectivement, on peut pas faire exactement le scénario parce que ça Oui. ne marche pas dans ce décor-là. Exactement. Les distances, etc. font qu'on est obligé de changer la scène. Et du coup, au storyboard, on résout le problème en se servant du décor réel Oui. pour finalement retrouver une dramaturgie qui fonctionne dans l'espace. C'est souvent un Complètement. problème d'espace et de décor, en fait. Absolument. Je rebondis sur ce que disait Marc-Antoine. C'est vrai que nos amis les producteurs, quand on nous dit vite, faut se dépêcher, faut storyboarder, faut écrire, faut se dépêcher, faut tourner, on parle de dispo des comédiens, faut aller vite. Ben ouais, les gars, aller vite, c'est bien, mais il faut aussi réfléchir. Et puis cet argent que vous dépensez pas, on va le dépenser après parce que des bêtises sont faites, parce qu'on est allé trop vite. Nous, en pub, par exemple, ça nous arrive constamment. Il faut découper parce que le client veut avoir le découpage et le storyboard, mais il n'y a pas de décor. Et donc, il m'est arrivé, tu factures un storyboard et en fait, tu factures un deuxième storyboard avec les bons décors.
Et donc la prod, là où elle doit dépenser 2500 €, elle va en dépenser 5000 parce qu'il y a un deuxième storyboard qui est fait, parce qu'on n'a pas les décors. Et en fait, faire jouer une comédienne dans un couloir n'est pas faire jouer une comédienne dans une pièce ouverte. Enfin voilà, une forêt, qu'est-ce que c'est une forêt? Enfin, tout ça. Ce que j'ai vu aussi parfois, c'est de se rendre compte au storyboard qu'en fait, il y a un dialogue, par exemple, qui est inutile parce qu'en fait, on le comprend à l'image. On peut le comprendre totalement, ce qui se passe à l'image, beaucoup plus fortement que si c'est dit dans le dialogue et que même le dialogue C'est redondant. va faire redondant par rapport à l'image. En animation aussi, vous avez ce cas de figure un peu où une fois que vous mettez en image, vous vous dites mais en fait ces Souvent, lignes ça sont pas nécessaires. Une œuvre, elle est finie quand elle est finie, donc c'est normal que l'écriture, il y ait des choses qui seront pas utilisées après quand on va mettre en image, parce que c'est un processus créatif global avec plusieurs intervenants, quoi. Je crois que des storyboards validés ou utilisables à 100% avant montage, avant animation, ça existe pas. Il y a tout le temps des trucs à revoir ou des trucs qui sont corrigés après l'animation, au montage, ou au son aussi. Le son est très important aussi. Bah justement, j'avais une question là-dessus, c'est qu'on dit souvent du scénario que c'est réécrire. À quel point est-ce que le storyboard aussi, il faut toujours le réécrire, le revoir, enfin du coup le redessiner à chaque fois? En gros, c'est une question de budget, ça, en fait, hein. Une question de temps et de budget. Donc, dans l'animation, c'est très timé parce qu'il y a tout un process en plus de série. Il faut rendre l'épisode à telle date pour pouvoir le fabriquer parce qu'il y a des gens qui attendent derrière pour d'autres corps de métier pour faire la suite. Donc là, le temps est limité. En gros, pour faire 26 minutes, je crois que c'est 6 semaines, je sais plus, ça fait longtemps. Et 4 semaines ou 3 semaines pour du 13 minutes parce qu'il y a des formats très cadrés en plus dans l'animation en général. Donc là, il faut descendre les plans, il faut faire un pré-deck, il faut le faire rapidement. Ensuite, on voit le réel en général. Enfin, Le superviseur de board, et ensuite discuter de la narration parce que là on a un premier rough et ensuite il y a la mise au propre dans l'animation pour justement rendre ensuite un dessin un peu plus clean pour que ça soit regardable aussi par les prods et par les gens qui ne sont pas forcément de l'image. Et ça comprend les réécritures, c'est une durée dans laquelle vous gardez un temps pour revoir, ou le jour où faut rendre, vous rendez, et puis ça part comme ça part. Ça part comme ça part en général. Hein. Ouais. Enfin, moi qui ai vraiment beaucoup de problèmes, et là on peut négocier d'avoir un peu plus de temps, mais ça sera pas le storyboarder qui le fera en général. Il y a un dessinateur qui fait les retake boards avec le chef story et c'est lui plutôt qui va travailler sur les points faibles du storyboard, de l'épisode. Parce que maintenant on fait des animatiques. Donc l'animatique c'est en fait on dessine et on fait le montage en même temps. On peut rajouter le son, on fait des trucs comme ça. C'est un pré-dessin animé. Donc en général c'est une personne annexe qui fait ça et qui fait les modifications de storyboard. Quand je supervise, je vois une fois le pré-découpage, je fais mes modifications et ensuite le storyboard décliné, mis au propre. Ensuite, il passe à l'animatique. À l'issue de l'animatique, il y a une deuxième salve de modifications, mais des fois, c'est le réalisateur qui se cogne les modifications. Et en prise de vue réelle, du coup, est-ce que vous deviez redessiner régulièrement des scènes pour X raisons C'est très variable, en fait, les expériences là-dessus. Quand on a le temps, je propose souvent de faire les dessins rough, d'abord, pour voir une première fois si tout est comme imaginé le réalisateur, si j'ai bien compris tous les axes et les angles et les cadrages. Et là, il peut dire ah bah non, mais ça, je voyais ça plutôt comme ça, un peu plus large ou je sais pas quoi. Ou il peut à ce moment-là se dire ah bah en fait là, il faudrait rajouter un plan qui manque, ce serait ça. Et après, je le fais au propre. Mais généralement, il n'y a pas plus de versions que ça. Hein. Il n'y a pas 12 000 versions de storyboard. Généralement, la prod veut pas payer le temps que ça prend. Comme Marie, c'est pareil. Au pire, il y a des modifs, mais ça s'arrête là. Je sais que sur certaines séries, Bob l'éponge, des trucs comme ça, eux, en fait, ils font l'animatique, ils font tout ça, et s'il y a des séquences qui sont faibles, ils les refont après. Ça peut aller très loin dans le processus de fabrication. Mais c'est une histoire de budget, de temps, mais ça, nous, on peut pas. Il y a des trucs, s'il n'y en a pas d'idée à l'instant T... Dans les dessins animés type Pixar, on voit un gars devant des tableaux, le storyboard qui raconte l'histoire. Et chacun donne son avis. Après, c'est vraiment Le comme pitch. un processus d'écriture. Et de groupe aussi, d'équipe. De groupe qui discutent de la scène, ça me fait rire, ça me fait pas rire, oui, mais ça pourrait être amélioré. J'ai jamais travaillé en équipe de storyboarder. On est un storyboarder parmi d'autres, mais il n'y a pas vraiment de travail en de groupe. collaboration? Oui. Parce qu'il y a une question de temps et de budget, hein, mais c'est aussi un travail qui pourrait être intéressant aussi. Quels sont, à supposer qu'il y en ait, les scènes ou les scénarios qui vous mettent le plus au défi dans votre métier? À dessiner, je dois dire que les foules, Ah les ouais. bagnoles et les immeubles avec des trucs architecturaux ultra compliqués, c'est vraiment galère, quoi. Comme Marie, idem. En fait, faire un dessin clair quand il y a énormément de personnages ou de trucs, c'est compliqué, ouais. À partir du moment où il commence à y avoir plusieurs informations dans un plan, c'est pas bon signe en général. C'est-à-dire Ouais. Bah, que, en général, un plan, s'il y a une information, parce qu'en plus ça bouge, donc il y a un propos. Là, je veux dire ça avec ce plan-là, donc il va se passer ça. Si on doit comprendre deux choses en tant que spectateur dans le même plan, c'est pas complètement impossible, je pense, parce que c'est l'exception qui confirme la règle, je pense, mais à partir du moment où ça devient trop compliqué, qu'il se passe trop de choses, là, il y a le personnage qui fait ça, celui-là il fait ça, et que le spectateur doit intégrer ça, là, c'est qu'il y a un
problème, je pense. Il faut redécouper, là. Ouais. Puis t'as des trucs aussi, quand t'as un personnage qui est censé remarquer de manière fugace quelque chose qui se passe, à l'image ça marche pas, il y a des trucs qui marchent pas, on peut C'est pas... trop nuancé, parce que c'est trop subtil, parce que... C'est trop dans la tête du Bah, personnage. Ouais, c'est trop Exactement. nuancé. Ça marche peut-être avec des acteurs, mais Le jeu dans de l'animation, l'acteur. c'est peut-être Ouais. un peu plus Bah compliqué. là, j'avais un script il y a pas très longtemps non plus. Il y avait un personnage qui faisait une action et l'autre remarquait qu'il avait utilisé tel truc alors qu'il s'éloignait de 3/4 d'eau. T'es là. Ça marchera pas. Ouais, c'est Ça ça. marchera pas, c'est trop, On est amené à dessiner des futures images animées qui vont vivre à travers le jeu de l'acteur, par définition, mais ça reste du dessin. Nous, on fait quand même de la 2D et une image fixe. Donc, effectivement, une cascade de voitures, quand même, ça reste aussi un cauchemar que je partage avec toi, Marie, dessiner des voitures. Moi, c'est les mains aussi et les chevaux. C'est pas mal cauchemardesque aussi dans le genre. Et l'autre jour, j'avais une scène d'amour, etc. Il fallait lire dans le regard du comédien un désir ou je sais pas quoi pour la comédienne. Et j'étais là, oh putain, écoute, je vais te faire un mec 3/4 face, comme ça, avec un regard, et il me disait non, le regard ne va pas. Et je lui dis, tu sais quoi, on va gagner du temps, je te fais le board, et puis tu expliqueras sur le plateau à ton comédien. Il y a une part où c'est l'acteur qui va amener la Ben subtilité. voilà, ça s'appelle quoi. du jeu. Et donc c'est là aussi où il y a une contrainte, c'est-à-dire qu'on peut pas tout transcrire et tout montrer, et tout expliquer, quoi. Parce que storyboard qui montre absolument tout, du coup ça fait un bon film derrière. Si derrière les Non. autres personnes n'ont pas apporté aussi leur subtilité et leurs choses. Non, enfin moi je sais pas quel genre de Et ça cinéma existe vous aimez, pas mais non moi plus. le cinéma qui montre tout et qui démontre tout, j'ai horreur de ça. Et donc je vois pas en quoi tout démontrer et tout montrer apporte à l'histoire, quoi. C'est beaucoup plus fort quand c'est le spectateur qui Complètement, qui comprend fait sa les choses. lecture. Ouais. Parce qu'il s'approprie directement. Donc, Ouais, complètement. ne pas montrer des choses, c'est beaucoup plus fort que les montrer. Voilà. Après, c'est Ouais, voilà. d'autres considérations. Mais Voilà. du coup à dessiner c'est plus difficile, c'est plus subtil. C'est ça aussi pour vous en Bah, termes. il faut c'est ça. contourner, ouais. Pour rebondir sur ce que disait Marc-Antoine, c'est une séquence, effectivement, quand on a une phrase hyper longue avec 12 000 actions et le réal dit ça c'est un plan, bah non, c'est pas un plan parce que le mec il sort de chez lui, il monte dans sa voiture, il a un accident de voiture, il s'engueule avec le mec, ça c'est pas un plan. Ou alors c'est du Fincher et on suit Voilà, le c'est mec ça, au c'est un stead plan ou grue je qui sais pas fait, quoi, ou un plan de grue. Enfin, et pour nous, storyboarder, ça va être 5, 6, 7 plans. Parce que c'est des plans qui vont s'imbriquer avec des flèches, Avec des etc. flèches les uns vers Parce les que, autres, ouais. et voilà, les fameux plans séquences qui, je sais pas pour vous, mais qui pour moi sont cauchemardesques, quoi. Avec des flèches partout. Techniquement, c'est beaucoup de boulot, quoi. Ouais. Ça prend beaucoup de temps à Ouais. ne serait-ce qu'exécuter. Ouais. Parce que le réal dit c'est un plan, mais à nous, storyboarder, c'est 5, 6 plans. J'ai un souvenir de plans comme ça, avec des voitures, justement, une poursuite de voiture, une voiture qui double une autre, la caméra qui se met au-dessus, qui part comme ça, au-dessus du décor, qui fait un 360. J'ai sué, parce que c'était de l'animation, il fallait aussi animer le décor, du coup, quoi. Ça l'a fait, mais je trichais, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi, il faut essayer de trouver des trucs qui font qu'on va comprendre l'intention, en fait, Ouais. c'est ça qui compte. Mais on sue sang et eau, hein. Parfois. Ouais, moi j'ai perdu quelques kilos sur les storyboards. Ah, c'était pour la prise de vue réelle, ce que tu décris. C'est pour de la 3D. Voilà, c'est ça le problème. C'est que le storyboard de 3D, c'est encore une autre paire de manches parce que Parce que tu peux tout faire. il y a un déplacement dans l'espace volume, ouais. qu'il n'y a pas en 2D, quoi. Donc, Ouais, ouais. le rendre en dessin fixe, c'est vraiment Oui, ça peut être chaud, mais en même temps, j'aime bien parce que c'est un défi. C'est un petit défi. Après, faut pas que des plans comme ça parce qu'après, on y passe du temps. Philippe, il y a d'autres choses comme ça qui te viennent dans un scénario, des scènes, des situations, des cas de figure qui sont plus difficiles. C'est vrai que tout ce qui est action avec beaucoup de personnages, enfin c'est un cauchemar pour moi. Je préfère vraiment les scènes plus intimistes et en même temps c'est pas non plus forcément très facile parce que justement ça va être plus dans la subtilité. Mais c'est sur quoi toi tu préfères travailler du coup? Je préfère le sitcom par exemple. J'aime bien travailler sur les personnages, les relations entre eux, mais qui soient pas trop nombreux à l'écran. Mais c'est pas forcément évident de rendre justement les subtilités de la psychologie, de mettre en scène les personnages. C'est peut-être moins compliqué techniquement au niveau du dessin. Justement, il y a un côté mise en scène pour le coup. Et là, la recherche, justement, est intéressante aussi parce que ça peut passer par des attitudes et de l'acting pour le coup dans l'animation Voilà, ouais. parce que là, il n'y a pas d'acteur. Donc, c'est le storyboard qui va devoir transmettre les idées, les intentions. Et du coup, on peut chercher en tant que storyboarder. Ah, bah là, j'ai pensé utiliser par rapport à un décor. Moi, j'aime bien voir les décors parce que tu peux jouer avec tel ou tel truc. Tu dis, même un plan fixe, je dis n'importe quoi, mais sur un détail du décor qui va donner, en fait, avec le dialogue en off, qui va donner une intention, en fait. Un peu comme les bisons striptease. On voyait parfois un truc d'une cheminée avec un cadre hyper kitsch et une personne qui dit qu'elle est complètement originale ou je sais pas quoi. Enfin, des choses qui font résonance, en fait. Et c'est possible aussi, dans le cadre de l'animation, parfois. Alors, pas du tout de ce que je viens de dire, qui est un exemple complètement pourri. Mais, en l'occurrence, ça peut marcher aussi dans ce... Chercher la résonance avec le texte, faire un contraste ou Voilà. inventer quelque chose. Juste pour rebondir sur les trucs compliqués à faire, une fois, je me souviens qu'on m'a demandé de faire la caméra se balade à travers une fibre optique et puis passe dans la sève des feuilles d'une plante et ressort dans un téléphone dans une centrale électrique et t'as 1 heure pour faire ça. Et Il faut que ce soit clair. il y avait que des plans comme ça pendant tout le truc. Et là, j'étais en panique, ouais, j'avoue.
l'intérieur de la sève d'une plante. Alors qu'est-ce que je dessine en mets des fait? Comment je partout, représente ça en fait? Je ne sais pas. Le truc du storyboard, c'est que c'est presque une traduction en fait. On a une personne, un réalisateur qui par exemple a pensé lui un truc en mouvement, en couleur, avec du son, toute une séquence comme ça. Et nous, on doit le traduire en image fixe, en noir et blanc, sans son. Il faut arriver à traduire la vision qu'il a lui, donc la comprendre. C'est ça qui est parfois très compliqué. Et ensuite, ces images en noir et blanc, sans son fixe, etc., doivent être traduites par les gens qui regardent en se disant ah oui, alors d'accord, le mouvement ça va être ça. Et Vous parliez de la foule tout à l'heure et des immeubles, ça m'a fait penser aussi à une autre question, c'est à quel niveau de détail représentez-vous les scènes dans les storyboards? la principale qualité d'un storyboard, c'est d'être clair, c'est qu'au premier coup d'œil, on puisse comprendre effectivement l'action. C'est vrai que contrairement à la BD, on a droit à des flèches, on a le droit de représenter le personnage dans plusieurs endroits dans la même image pour comprendre son déplacement, etc. On a droit à des trucs empruntés à la BD comme des petits traits, des choses comme ça pour bien faire comprendre l'action. Il y a tout un tas de codes d'ailleurs, de flèches qui sont assez différentes dans le live et dans l'animation. Mais l'essentiel, c'est de faire comprendre très vite. Donc effectivement, parfois, on va représenter schématiquement le décor, surtout si on l'a pas, pour se focaliser sur vraiment ce qui se passe et pas être trop précis pour pas bloquer les choses après et que à la mise en scène il puisse s'adapter au décor qu'il y aura quoi. Mais souvent oui, représenter schématiquement le décor permet d'être plus clair dans l'image parce que si on représente trop de détails évidemment ça va être trop chargé, voilà. Je me souviens que jeune storyboardeuse, j'ai toujours dessiné avec beaucoup de détails et en fait ça m'a perdue, je me suis noyée et j'ai un souvenir sur un long métrage au Maroc, un cauchemar absolu où j'avais un éleveur de moutons et j'avais 500 moutons à dessiner. Et j'ai perdu 10 kilos sur ces putains de moutons. Et j'ai dessiné chaque petit mouton avec le petit nez, le machin. Le réal était mort de rire, etc. Et un mec un jour m'a sauvé la peau en disant, mais tu sais quoi, tu fais des vagues nuages et roule ma poule, quoi. Et t'avances comme ça. Et comment tu décides du coup de qu'est-ce que tu vas détailler ou pas? Comment ça s'active? C'est par rapport au temps que ça va te prendre juste? Bah évidemment, le temps, les délais qu'on a qui sont des délais souvent de ma boule, quoi. J'étais toujours attachée aux détails, à faire un peu joli. Et je pense qu'en tant que storyboarder, par moment, il faut faire le deuil du joli et du beau. Et il faut aller à l'efficacité. L'image, elle est simple, rapide, efficace, elle parle. Et donc, faut faire le deuil du joli. Comme le scénario doit faire le deuil du côté littéraire pour être pratique un peu. Et vraiment décrire quelque chose très simplement, quand bien même le réel a parlé pendant 3 heures, aller au plus simple et nous sauver la peau accessoirement parce qu'on a une semaine pour faire je sais pas combien de plans. C'est vraiment un deuil pour moi. C'est-à-dire que arrêter de faire quand je dessine une femme, les cils, les machins, le truc, les cheveux, etc. C'est faire une tête à Toto, des cheveux et roule ma poule, quoi. Ouais. Effectivement, venant de la BD, j'ai un peu cette tendance à me faire plaisir, à mettre des contrastes et des trucs. Et après, on fait un plan, puis j'ai mis la journée à faire mon truc. Il m'en reste 76 pour demain. Oui, c'est ça. Avec le temps, je fais moins comme ça. Mais disons que ça peut être le danger parce que le plaisir du dessin, effectivement, ça peut emmener dans des trucs. On est là, on s'amuse et puis on a envie que ça soit bien, quoi. On veut faire bien parce qu'on est comment vous arrivez du coup à prioriser sur ce qui est important dans les dessins pour pas vous perdre dans les détails? Est-ce qu'il y a des éléments où vous dites c'est ça qui serait important? Est-ce que c'est toujours les personnages par exemple et puis le décor on fait un peu vite fait ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Surtout le mouvement, moi je dirais, qui est important à comprendre. Le mouvement dans l'espace en fait, qui est important à comprendre pour les gens qui vont après pour la prise de vue réelle. Oui, parce qu'on dessine une image qui va être en mouvement, donc c'est comprendre ce mouvement, quoi. Dans le cadre de scènes où il y a des dialogues, ou dans l'animation où tout est storyboardé, donc il n'y a pas que des scènes de mouvement. Auquel cas, les intentions des personnages, les attitudes sont hyper importantes. Oui, les expressions, Après, pour le niveau de détail, ça dépend des formats aussi. Je sais qu'en série, plus c'est précis, mieux c'est, quoi. Les approximations de cadre, les proportions, tout ça, il faut vraiment que les proportions soient justes parce que une fois que le studio récupère les modèles définitifs et qu'il les intègre dans le plan, qu'il construit le plan avec le layout, si les proportions sont pas bonnes, le plan marche plus, c'est plus un gros plan, c'est un plan moyen. Et ça change complètement la narration. Donc, en série, 2D ou 3D, le plus précis, le mieux c'est, quoi. Après, pour tout ce qui est décor, si les décors sont en 3D, on n'a pas besoin d'avoir un niveau de détail hyper poussé pour les décors. Si c'est juste pour préciser l'endroit où ils sont et la situation, on n'a pas besoin de dessiner le motif du cadre si on trace le cadre. Après, effectivement, pour les scènes d'action, on transforme ça par des speedlines, on trouve des effets de vitesse, des trucs comme ça. On va pas dessiner, évidemment, toute la rue en mouvement, quoi. Et les techniques pour résumer en même temps que ce soit clair. C'est même au-delà de résumer, ça donne l'intention, en fait. Parce que si on fait tout le décor en détail, on fait toutes les poses, ça va être très long, ça peut être de l'animation, ça peut être joli, mais ce sera pas l'intention parce que l'intention, c'est de, par exemple, si on veut aller vite, c'est la vitesse, mais on va mettre des speedlines justement parce que ça va donner cette intention-là et ça va être très clair. Tout le monde a les codes maintenant. Donc quand tu lis un storyboard avec où tu regardes une animatique avec des speedlines, en plus ça va être traduit en général dans le dessin animé, ça va être des vrais speedlines. donc évidemment que c'est hyper important. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vos dessins donnent une nouvelle direction à une scène? Non, parce qu'ils veulent pas faire des contrats d'auteur.
Parce que vous êtes technicien seulement? Non, mais ça dépend, ça. Mais Une nouvelle direction dans la production, non. Après, dans le caractère d'un personnage, ça m'est arrivé. Ouais. Je crois que c'est le seul long métrage sur lequel j'avais bossé, c'était de Quack et Yvernel, Chasseur de dragons. Ouais. Il y avait un personnage qui était plutôt très impressionnant, qui faisait peur, je sais plus comment il s'appelle, ça fait longtemps, mais au cours d'un repas, donc il mangeait un espèce d'énorme morceau de viande, et je lui avais donné une façon plutôt comique de couper son énorme poulet ou je sais pas quoi, une espèce de mouvement comme ça le séparait en deux, c'était presque un peu cartoon, et du coup le réal, c'est vrai, il s'est dit je vais pas perdre le côté un peu comique aussi, il voyait que le côté comme ça très impressionnant, dramatique de la chose, et en fait c'est quand même une comédie, et j'ai recadré d'une certaine façon, sans le faire volontairement, mais j'ai donné un côté comique au personnage, et il s'est dit, tiens, il faut pas le perdre de vue. c'est comme dans l'idée plus largement d'une œuvre collective, donc chacun apporte potentiellement sa petite pierre à l'édifice. C'est ponctuel, quoi. Ouais. Parfois, il y a même pas les designs. Ça arrive des fois sur des trucs un peu de science-fiction où je sais pas, ils ont pas fait les designs. Donc on doit inventer, en fait. On propose des choses. Après, je sais pas ce qu'ils gardent pas. J'ai pas tout vu le résultat toujours, mais du coup, nous, on propose un plan avec un type de design ou un type de personnage. Quand c'est vraiment très succinct, il y a pas beaucoup de matière de pré-prod, de gens qui ont travaillé avant pour la construction de l'univers, par exemple. Ça arrive des fois dans le jeu vidéo, surtout dans les teasers de jeux vidéo, où parfois c'est en même temps que le storyboard, en fait, le travail de design qui est fait, donc on reçoit les trucs après, on faut tout refaire, c'est cool, merci. Parce que les trucs arrivent sur le tard, quoi. Mais parfois, j'imagine qu'ils peuvent aussi potentiellement piocher dans ce que vous avez proposé. Ouais. Ça m'est arrivé de storyboarder un truc où il y avait aucun repérage et tout ça, et de me rendre compte que vraiment le storyboard avait influencé leur repérage et qu'ils avaient choisi un décor qui ressemblait vraiment à ce que j'avais dessiné, quoi. Donc. Ah, c'est cool. Quand on a le temps, la lumière aussi, peut-être. Ouais, quand la on fait un lumière, storyboard, ouais. on fait des contrastes et des choses, on fait des valeurs de gris sur certains plans. Parfois dans le film, on dit c'est marrant ça, je retrouve un petit peu ce que j'avais proposé. ça peut arriver, ouais. On propose, on nous demande de proposer. C'est un échange, c'est une collaboration. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des shortlists très précises où on exécute. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être une dessinatrice qui exécute et basta, quoi. Ou alors, il n'y a pas de découpage et c'est là où c'est très intéressant et c'est vachement bien et c'est très, très porteur, quoi. Et c'est là où c'est même assez exaltant. Et là, on part sur un découpage et on propose. Et on retrouve des idées, effectivement, et on se dit, ah, c'est chouette, il m'a écouté une idée de mise en scène, quoi, un truc de cadrage qu'on a proposé et auquel le réalisateur a répondu par l'affirmative en disant bah oui, c'est bien, on prend, quoi. Ouais, mais peut-être pas le jeu d'acteur pour la prise Non, de pas vue réelle, forcément, non, c'est plus c'est la de la différence. mise en scène pure. C'est la différence avec l'anime où, par contre, le jeu d'acteur dans le storyboard, on le retrouve Exactement. dans l'animation. Pour un même scénario et un même découpage, ou quand c'est pas vous qui le faites, est-ce qu'il y a différentes approches, différentes méthodes pour storyboarder? Est-ce que deux storyboarders différents feront grosso modo la même chose, ou est-ce qu'il y a des écoles de storyboard différentes? Est-ce qu'il y a différentes façons de faire ou d'univers? Certainement pas, on va pas sortir le même storyboard. Ouais. Par contre, la même méthode, je pense plus ou moins, on va faire un rough, des croquis très rapides, très rapides de la scène. Ok. Après, on va confronter avec le réal ou le chef de board quand il s'agit d'une série, et puis après, on va faire la mise au propre, et puis on voit que ça va être reconfronté avec le réalisateur. Si on a le temps, on fait des retouches, si les deadlines ne sont pas explosés. Mais je crois que c'est plus ou moins ça, la méthode. Après, je sais pas dans le détail. Je sais que maintenant, on enseigne le storyboard. Donc j'imagine que si on enseigne le storyboard, quelqu'un qui passera par une école aura tendance à appliquer les schémas qu'on lui a inculqués. Ouais. Après, moi, c'était en regardant la télé, en regardant des films, donc j'ai pas ma culture de mise en scène. Et en travaillant après. Oui, c'est ça, moi c'est pareil. Donc Ouais, j'ai peut-être pareil, pas de schéma commencer par un establishing, machin, tout ça, recadré, je sais pas. Et au-delà de ça, je pense que même si on a appris dans un schéma scolaire, je pense que sur 10 personnes, je pense qu'il y aura 10 versions différentes. Ouais, complètement. Avec sûrement quand même des plans qui sont les mêmes, à peu près. Ouais. Je pense que ça sera aussi très différent dans l'animation où c'est plus libre d'une certaine manière pour le storyboarder qui doit storyboarder l'intégralité de l'épisode, donc son intervention est très libre entre guillemets avec toutes les contraintes qu'il y a de production, mais par ailleurs dans le live quand on travaille avec un réalisateur, le réalisateur peut être beaucoup plus présent et puis comme on disait tout à l'heure, avoir une vision plan par plan de ce qui va se passer. Ce qui est sans doute moins le cas pour le storyboard parce que le processus de création En animation, fait que le réalisateur n'a pas le temps de regarder plan par plan, sinon il fait le storyboard lui-même. Finalement, pour faire un peu de provocation, le storyboarder a fait presque un travail de réalisateur dans le sens mise en scène. Ouais, moi je confirme totalement, ouais, quelquefois. C'est le remake de Psychose fait par c'était qui, Gus Van Sant, je crois. C'est les mêmes plans, c'est les mêmes cadrans, c'est le même timing et... C'est un peu pareil. Ah non, c'est pas du tout le même film, quoi. J'ai eu cette expérience, mais là c'est plus par rapport à la bande dessinée, mais c'est pour dire, j'avais travaillé sur une version d'un personnage sur 5 pages, du même scénario, il y avait 10 dessinateurs différents, j'ai vu les 10 résultats, les 5 pages, c'était assez cadré,
enfin assez cadré dans le sens où il y avait un scénario assez précis, et ben c'était complètement différent. C'est assez fascinant de voir ça, comme quoi en fait un scénario même précis n'est pas du tout une contrainte à la création et peut permettre de s'exprimer à l'intérieur de ce champ très cadré, et ça peut suffire en fait. Dans plein de directions différentes. Voilà. D'ailleurs, c'est une difficulté quand on supervise le board, Ah c'est ouais, qu'il faut faire j'imagine. attention de pas dire moi je le vois pas comme ça et de changer des trucs parce qu'on a sa vision à soi. Il faut respecter effectivement la vision du storyboarder et pas tout changer parce que nous on le voit différemment. Ah En ouais. plus, c'est super vexant pour le storyboarder. Il faut que ce soit vraiment très justifié, que ce soit vraiment parce que ça marche pas. En même temps, il faut garder une unité pour la série, quand même. Il faut que ce soit cohérent. Voilà, si C'est ça. si ça rentre bien, il faut pas juste parce qu'on voit les choses différemment. Bah, en série, il y a une charte presque de mise en scène qui doit harmoniser toute la série en plus, donc c'est quand même... Ouais, mais après, je me rappelle sur Zip Zip. Donc les storyboarders, je leur avais dit. La référence, c'était un peu Scooby-Doo, les trucs Youpi, tous ces trucs là, très statiques, animés à l'économie. On peut dire ça et se retrouver avec des caméras qui bougent, et des trucs, des 3/4 partout. Donc je sais pas ce que vous voyez quand ils regardent Scooby-Doo ou Mister Magoo, je vois pas trop ce qu'ils voyaient comme anime limité, quoi. Les contre-plongées de la mort, les types qui se déplacent en plongée. Ça marche pas, et c'était pas la direction. Mais malgré tout, on peut avoir quelqu'un qui interprète ça différemment. On peut pas avoir une partie des storyboarders qui respectent les codes d'anime limité et un autre qui fait du manga à côté, ça marchera pas, quoi. En animation, c'est ça qui est aussi passionnant, c'est que justement, il y a des contraintes d'animation. Comment trouver le moyen de faire à l'économie d'une certaine manière pour que ça passe le mieux possible, que l'intention soit là, que ça soit très clair et en même temps simple à fabriquer. Et pas cheap à l'image. Ok, chacun a son rapport à cette économie alors. À force de travailler sur des textes, est-ce que votre métier de storyboarder vous a appris des leçons sur le scénario en lui-même? C'est vrai que moi, le storyboard m'a beaucoup apporté en tant que scénariste puisque je visualise vachement les scènes en images quand j'écris. Donc, je me représente en découpage tout de suite et je pense que ça m'aide beaucoup pour écrire. Et ça manque aux scénaristes en général, en animation. Ouais. Ce fait de pouvoir se projeter dans ce que ça va être à l'image. La plupart du temps, ils ont pas cette capacité, c'est un gros problème parce qu'ils écrivent une séquence et ça marchera pas. Et si on dessine, si on essaie juste de se visualiser ou de jouer la scène, comme tu disais, on voit que ça marche pas, quoi. Et c'est dommage. Et que les trucs du style nos amis font telle action et là notre héros, c'est un truc, ça sent le manque d'inspiration et le truc pour Mais moi, je pense que s'attirer pareil, les faveurs. d'être scénariste Ouais. pour faire des storyboards, c'est aussi intéressant parce que du coup, j'ai tout ce truc sur la narration et sur comment le spectateur comprend, qu'est-ce qu'il comprend à quel moment, etc. Je pense que le travail de scénario, c'est vraiment sur la structure. Enfin, il y a un travail qu'on ne fait pas nous en tant que storyboarder. C'est-à-dire que nous, semble-t-il, la structure est faite. Nous, on arrive avec plutôt un aspect mise en scène, mise à l'image, écriture de l'image, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on a ce scénario-là et on se l'approprie. Ça me permet d'être très humble par rapport à ce scénario, parce que faisant de la BD aussi, donc je caresse toujours l'espoir de faire mes propres histoires d'une certaine manière, mais je sais que j'en suis pas du tout capable, parce que ça ne touche pas aux mêmes capacités, quoi. Je sais très bien que je n'ai pas la capacité de fabriquer une structure de scénario, d'un point A à un point B, ce qui va se passer pour mon personnage. Mais par contre, j'ai des idées de mise en scène et tout ça, j'adore ça, et je me sens beaucoup plus à l'aise là-dedans personnellement. C'est pas les mêmes capacités, même s'il y a un côté histoire dans le storyboard, on raconte une histoire, mais on raconte une histoire qui est écrite. Donc le scénario aurait un côté plus, un travail plus global, alors que le storyboard a un travail plus local, peut-être c'est ces deux approches Il me différentes. semble. Il y a un truc aussi, c'est que quand on fabrique une série, un mauvais storyboard, un storyboard raté pour X raisons, on peut toujours arriver à le lancer, on va faire des retakes dessus, on va faire des trucs, mais pas de scénario. C'est difficile. C'est la base. Donc c'est pour ça que je peux rager sur certains scénarios, mais ils partent de zéro en général. Bon, après ils ont des marronniers, des trucs qui ressortent chaque fois. Bon. Des techniques, des méthodes comme tout le monde. Voilà. Mais après ils peuvent les transcender et faire des textes qui servent à la série, qui servent à les épisodes. Et ils partent de rien, donc c'est pour ça que j'ai un peu ce même regard un peu d'humilité, quoi. On arrive, il y a une trame et la création de cette fameuse trame. Moi, j'avoue être très admirative de ce métier, quoi, parce que on part de zéro et on raconte une histoire et on crée une histoire. Et la même chose, moi, je me sens parfaitement incapable. J'écris 10 lignes, mais je n'écris pas. Une des difficultés, par exemple, quand il y a, dans une scène, il faut quand même revoir quelque chose, il manque un dialogue, etc. Moi, je vois la difficulté que je peux avoir à trouver un dialogue percutant, drôle, par exemple. C'est toujours plus facile, de toute façon, d'être en réaction à quelque chose qui est fait. C'est toujours plus facile de corriger, d'améliorer quelque chose qui est déjà fait, mais partir de rien, même si je peste beaucoup.
Je respecte. Et du coup, quand vous avez le choix du projet sur lequel vous allez travailler, est-ce que le scénario influence la volonté de s'engager plutôt sur tel projet ou plutôt sur celui-là? Ça intervient parfois. J'ai refusé certains storyboards, je me suis dit mais là je sais pas ce que je vais faire en fait, je le sens pas. Peut-être à tort d'ailleurs. Après c'est assez rare quand même parce que le travail pour les storyboarders de live, il y en a pas tant que ça. Moi, c'est beaucoup, pour être honnête, c'est beaucoup la banque qui me fait dire, voilà, est-ce que j'ai le choix de refuser parce que je refuse ou il faut accepter, voilà. Enfin, moi, je suis freelance et j'avoue que j'aimerais pouvoir un jour revenir et raconter que j'ai le choix de choisir. Je touche du bois, j'ai la chance de travailler régulièrement, mais il m'arrive en pub de refuser quelquefois, mais c'est plus parce que j'ai connu tel ou tel réalisateur et je me dis, non quoi. On a tous connu des week-ends, des nuits blanches, des machins. Donc par moment on dit stop, mais pour moi c'est bassement matérialiste, c'est-à-dire que je refuse parce que je suis cuite. Quand je faisais que du storyboard, oui, j'acceptais quasiment tout parce que c'est très dur d'en vivre. Mais aujourd'hui que j'ai des scénarios par ailleurs, effectivement, j'ai le luxe de dire non à un truc où j'aime pas le scénario, où j'aime pas le réalisateur, où j'aime pas... Voilà. Ouais. En série, quand même, on peut refuser des trucs. Ça peut être long aussi, s'engager sur un truc qui nous plaît pas. Mais ça sera pas le scénario, ça sera plus le concept de la série. Il y a des univers, Ok. L'univers, c'est plus ça. Après, il y a des trucs à dessiner, je sais que je pourrais pas le faire. Ça veut pas dire que c'est bien ou mal, c'est que moi, j'y arriverai pas. Mais c'est plus le sujet, en fait, le concept et après les histoires qu'on me fait lire. Si elles me font rire, ça va. Pour la série d'animation, c'est vrai qu'on a rarement des scénarios à lire au premier contact, en fait. On a le concept, tout ça, le design, concept, etc. les Et puis designs. on dit oui ou non, quoi. Mais pas sur un texte. Et après, on a les scénarios. C'est oh merde! Après, J'aurais jamais dû accepter. C'est une question d'affinité aussi par rapport à un projet. Il y a des choses, on dit, moi je suis plus, je sais pas, aventure-action, donc c'est plutôt ça qui va me brancher, plutôt que du preschool, qui a un autre type de narration, donc ça va jouer aussi là-dessus. Si on fait 6 scripts ou 6 ou une dizaine de scripts, je sais pas, ça prend du temps, des semaines, donc il faut quand même s'engager sérieusement et prendre ça en considération, quoi. L'envie de faire la chose ou pas. Est-ce qu'il y a à peu près une norme sur une page de scénario égale temps de dessin, égale temps de travail? Dans une minute d'anime, je sais pas, ça fait 20 plans. Ça dépend le type de la série. S'il y a 200 plans, 10 pages, 20 plans. Ouais. Après, c'est une moyenne. C'est un truc qu'il faut ajuster avec les scènes d'action, mais en moyenne, ça doit être ça. Et vous, c'est combien de temps de travail pour ce volume de plans Ça dépend. Ça m'est arrivé de travailler sur des séries qui débordaient bien. Pour la série Jamie, c'est des épisodes de 11 minutes. Donc il y a 180 plans, on va dire, sur tout l'épisode. Et donc 2 semaines pour faire le prédécoupage. Ok. Nuance importante, c'est qu'un plan n'est pas un dessin. Oui, un plan, ça peut être 15. Il peut avoir plusieurs dessins. Ok. Un bord de 11 minutes, c'est 4 semaines, quoi. Faut aller vite, faut descendre il faut y aller. Ouais, Il faut descendre du dessin. Ouais. Et en prise de vue réelle, vous avez un peu une idée où c'est ultra variable et vous avez pas assez c'est ultra variable, c'est le découpage. Oui, c'est Même le temps que impossible ça vous après prend aussi. dire. Mais c'est d'ailleurs une difficulté parce qu'à chaque fois qu'on nous dit bon, alors on va faire telle séquence et telle séquence, tu penses que ça va te prendre combien de temps? C'est en ça. fait, je n'en ai aucune idée si je ne connais pas le découpage. En fait, c'est Ouais, c'est ça. Il y a quand même C'est plus une ou fois moins, que c'est fait qu'on sait. avec la prod, une entente un petit peu sur le nombre de jours de travail en amont. Oui. Enfin, ça peut venir de nous aussi. Je peux consacrer 15 jours, un mois. À partir de ça, le réalisateur a cette info ou pas. et va se définir le nombre de séquences à travailler possible, parce qu'il y a une priorité en fonction des séquences. Parfois, ça peut être nous qui cadrons un peu le réalisateur, dire bon, on va plutôt faire ça. Moi, il m'est déjà arrivé de me faire engueuler par un assistant de réalisation qui me disait mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous travaillez là-dessus? Je sais pas, le réal il me dit de travailler là-dessus. Je dis mais non, il faut faire ça avant. Et en pub, à l'inverse, c'est très cadré parce qu'en pub, c'est des formats prédéfinis à l'avance et donc du coup, c'est un 30 secondes, à 1 minute, un 20 secondes. Et en fait, on a une espèce de cote mal taillée, un 30 secondes, on part du principe que c'est 30 plans à la louche, comme ça. Ok. Et voilà, et 30 plans, ça va être un jour et demi de boulot, quelque chose comme ça. Et donc en pub, on arrive plus précisément à À se répondre projeter. parce qu'on a la longueur du film dès la première réunion et les productions de pub qui nous appellent savent t'as 2 jours pour faire ça, t'as 3 jours mais en long métrage, Le métrage c'est freestyle des fois. c'est complètement freestyle et ça peut complètement prendre l'eau. Vous avez eu des surprises comme ça en long métrage sur le temps? Vous pensez que oui. ça prendrait plus ou moins? Ah oui, bien sûr. C'est surprise aussi d'une fois de travailler sur une séquence et de l'envoyer, ça m'a pris 3 jours, je sais plus. Il y a, ah non, mais elle était filmée en début de semaine, celle-là. Elle était tournée. Ah bon? J'ai ok. Ah mais ça c'est la communication qu'on a tous connue dans les prods. Ah Ouais. Bah oui. On n'a pas toujours les infos. Hein. On n'a pas les infos. C'est pas très fluide. On revient aux cloisons, ce que disait Marc-Antoine, c'est très juste, c'est-à-dire que quand il racontait l'histoire du storyboarder qui arrive en repérage, on est une petite roue. On est là, déjà le télétravail, on ne sait pas qui on est, et effectivement c'est très obscur quoi. Ah t'es qui toi? Je suis celle qui grébouille. Et comme on n'est pas dans les prods, on n'est pas en prépa, on est chez nous, donc les infos on les a pas forcément. À la start du scénariste, je crois que si on comparait une famille, on a un peu le statut du chien. Oui, ouais, on est un peu, c'est ça. Même sur un film sur 3, on m'oublie au générique. Oui, moi aussi. On m'invite pas à l'avant-première. Je ne fais pas partie de l'équipe. Quoi. On fait pas partie de l'équipe. Ouais. Sur le Aja, je m'appelle Boisdon, pas Boisdin par exemple.
Au générique de fin. Ouais, générique de fin. Ouais. Je dis, ça va, Boisdon? Après, j'ai dit les copains et tout. Ouais, ça va! Vous étiez combien sur le film? J'étais tout seul au storyboard. Ah ouais? Bah, généralement, on est seul, hein, et on est seul et on bosse chez nous et personne nous voit et personne nous connaît. Ouais. Il y a qu'aux États-Unis où on est plusieurs sur un film, enfin en prise de vue réelle, mais sinon en France. Il n'y a pas d'équipe de storyboarder en France, ça n'est jamais arrivé? Non. Moi, j'ai vécu un rêve. J'étais toute jeune, je voulais démarrer, et je suis partie aux États-Unis un mois chez un copain qui était illustrateur sur un film de Bryan Singer, et il m'a emmené à la Warner avec lui. Donc c'était une espèce de, pour moi, c'était Noël. Enfin, j'avais 4 ans, c'était l'arbre de Noël, quoi. J'arrive dans un bureau et là, je vois 50 dessinateurs. Et j'arrive dans une pièce et je vois 3 storyboarders. Et en fait, il m'expliquait la méthode. Les 3 storyboarders, il n'y avait pas de scénario. Ils proposaient des séquences à Bryan Singer. Il les mettait sur le mur. Bryan Singer arrivait en fin de journée ou à la fin de la semaine, regardait les séquences dessinées et choisissait sa mise en scène en fonction des dessins. Et donc la prod, c'était un parti pris. Et je suis partie de là. Moi, j'ai repris l'avion pour Paris en pleurant, en disant: ah ouais, on fait carrément pas les mêmes métiers, quoi. C'est un autre monde, c'est un autre vortex. Et les illustrateurs, c'est pareil, c'était pour proposer des idées. Mais il y avait de l'argent, du temps, et c'était nourrir comme ça un projet commun. Et c'est extraordinaire, c'est un vrai fantasme, je pense qu'on a tous, mais on fait pas du tout les mêmes métiers, quoi. On serait peut-être sur le travail commun, parce que peut-être que là, il y a peut-être pas de représentants ici aujourd'hui, mais il y a peut-être Illuminati... Illumination. Oui, il faut pas c'est la fatigue, c'est le matin, c'est dimanche, je suis encore dans les brumes. Illuminati, n'importe quoi. Illumination, pardon. Regardez les conspirations. Ils sont tous là. Sur YouTube jusqu'à 4h du matin. Ah, voilà. Ah, ils sont tous là. Qu'est-ce que je disais? Illumination, pardon, des storyboarders, peut-être travailler en équipe dans ce type de film, de long métrage d'animation. On l'avait fait une fois, c'était sur une série, parce que le réalisateur avait travaillé sur Ren et Stimpy, je crois, et sur les Super Nanas, un truc comme ça. Donc il avait travaillé pour Cartoon Network. Et lui, ce qu'il avait fait, il avait essayé d'installer la méthodologie américaine de fabrication des cartoons. Donc on faisait le pré-deck, et après on le pitchait, en fait. C'est ce truc de l'afficher au mur. De la saison 1, c'était sur papier. Et après on devait le présenter aux autres storyboarders, à toute l'équipe, en fait. Ce qui, à mon avis, est un peu trop, mais bon. On peut faire ça qu'aux autres storyboarders, ça suffirait, ça permet d'avoir un travail collégial sur un épisode. Et ce qu'on dit, ce qu'on implémente dans un épisode peut servir pour tous les autres storyboarders. Si vous aviez un message à faire passer maintenant à la communauté des scénaristes, quel message vous souhaiteriez leur faire passer? On est avec vous, les gars. Pour défendre votre statut, déjà. Moi, s'il faut descendre dans la rue, c'est la semaine prochaine, quoi. Je suis assez horrifiée de la manière dont sont traités les scénaristes en France et du statut de scénariste. Et il y a une vraie réflexion à faire là-dessus, parce que moi, je suis scandalisée. Voilà. Je suis avec vous, moi, de fait. Mais j'aimerais bien que les scénaristes et les storyboarders se parlent. Ça serait un peu mon rêve. Moi, j'ai pu le faire puisque je suis une seule et même personne, donc je peux me parler à moi-même. Mais c'est très rare, quoi. Et j'aurais surtout un message, moi, à apporter aux producteurs, aux productions. N'hésitez pas à faire travailler des storyboarders sur vos films et sur vos séries, parce que ça apporte un gain de temps assez extraordinaire. Et donc d'argent. Après, j'ai l'impression que les scénaristes voient rarement, je sais pas si c'est parce que ça les intéresse pas ou parce qu'ils ont pas le temps, je sais pas pourquoi, mais ils voient rarement même les animatiques des épisodes qu'ils ont scénarisés. Mais parce que personne nous les montre. Non, parce qu'on ne peut pas les voir. C'est pas ce que je veux dire, c'est pas une critique. Mais après, je pense que ceux qui veulent les voir poseraient la question. Donc, j'aurais du mal à dire intéressez-vous à ça parce que je sais pas pourquoi ils s'y intéressent pas en fait. Je pense qu'il y en a une partie qui s'y intéresse pas parce qu'ils font leur truc dans leur coin, ils prennent les droits, et ceux qui pourraient s'y intéresser n'y ont pas accès parce que niveau production on leur en parle pas, qu'on les laisse de côté, je sais pas. C'est une œuvre collégiale, on est une équipe. Et en fait, dans la réalité, on n'a jamais été une équipe. L'équipe, elle est sur le plateau, mais en prépa, il y a plein de membres. La déco, pareil, qui bosse très en amont. Moi, les chefs déco, quand j'étais assistante, mais je savais même pas qui c'était, parce que le mec bosse 3 mois avant, etc. Et je trouve qu'il y a un vrai gain, une vraie redéfinition du métier à penser, à réfléchir de la part de nos amis, les producteurs. Parlons-nous, quoi, échangeons. Tu rejoins tout ça, Philippe? Oui, tout à fait, absolument. Je regrette qu'on puisse pas se voir, discuter ensemble. Ce qui est important, c'est pour ça qu'on s'adresse aux producteurs en général, je pense. Les ponts, c'est eux qui peuvent les créer. J'ai eu la chance, grâce à Marie d'ailleurs, de faire des maquettes de costumes aussi. Et c'est vraiment des secteurs, il y a des spécialistes, des artisans de folie. C'est super enrichissant. Enfin, jamais j'aurais cru, en faisant du dessin dans ma chambre à l'âge de 10 ans, que ça pouvait m'amener à rencontrer des équipes de costumiers. C'est passionnant, évidemment que c'est passionnant. Avant tout, c'est un métier passionnant. Ouais. Restons sur du positif. Ouais. Et justement, voilà, on arrive à la dernière question. Est-ce que des storyboards que vous aviez vus, vous aurez des références qui vous ont vraiment marqué, ou alors des films que vous avez vus, où vous vous prochez sur le travail du storyboard, vous pensez que ça a dû être incroyable à faire, que ça a dû être quelque chose de techniquement intéressant? C'est chaud comme question parce qu'on sait pas où se situe, sauf si on les a vus, l'intervention du storyboarder. C'est pas public la plupart du temps. Dans le Artbook de Batman, il y avait des très bons extraits de storyboard.
Mais c'était très anecdotique le truc. Moi, je peux dire un truc quand même. Ouais. Parce qu'il est là. Quand j'ai commencé à travailler dans l'animation il y a une vingtaine d'années, je suis arrivé à Paris, je lis un storyboard, je dis mais c'est super beau ça, c'est vachement bien. Et c'était Lionel qui est là présent dans la salle. Ouais. Vous pouvez vous inspirer l'un l'autre. Ouais, et du coup je dois encore avoir les photocopies de son storyboard chez moi quelque part. C'est vrai qu'avec des individus, il peut y avoir un truc d'inspiration, mais avec une série... J'avais été vachement impressionnée par les storyboards de Sylvain Desprez pour Ridley Scott, parce qu'il en a fait plein, et que j'ai vu et qui sont vraiment extraordinaires, je trouve. J'en ai vu aussi. Oui, c'est une rêve. J'ai vu comme ça des storyboards, de films, des petits bouts. Généralement, on n'arrive qu'à voir des petits bouts qui sont super, quoi. Ouais. Mais, J'ai vu aussi des trucs hallucinants. Dans la boîte avec laquelle je bosse souvent, d'animation qui fait des teasers, j'ai vu des boards. En fait, c'est pas des boards, c'est de l'animation, en fait. C'est tout dans le mouvement. Il y a toutes les poses, il y a tout, il y a tout. Et ça se regarde comme un dessin animé, quoi. Quand je regarde quelque chose et que je pense au storyboard, c'est plutôt pour me dire, putain, ça doit être chiant, un storyboard. Ça va être trop compliqué, il y a trop de trucs. Je sais pas, ce truc de, j'aimerais bien voir le storyboard qui a donné cette séquence magnifique. En général, c'est des trucs qu'on oublie. En même temps, j'aimerais bien voir le storyboard de la séquence des Fils de l'Homme, le plan séquence dans la voiture, tout ça. Ah ouais. Quand j'avais vu le film, j'avais même pas remarqué que c'était un plan séquence, en fait. Non, et moi, à l'inverse, je suis une grosse consommatrice des storyboards des autres. Quoi. J'ai connu Marie comme ça. Son nom, c'est d'abord en voyant ses dessins. Elle est en face de moi, ça fait. Mais c'est vrai, je l'ai connu comme ça. Du coup, les films que je regarde et qui me touchent, je suis myope comme une taupe. Donc du coup, je me colle au générique, je me pose, je prends le nom du storyboarder et je vais passer 3 plombes à chercher le storyboarder. Et donc j'ai une banque Pinterest et c'est une mine d'or pour moi. Je me souviens le board de Corniche pour le film de Sam Mendes 1917, qui est en fait une lecture en horizontalité. Le film de Mendes où c'est la déambulation de 2 personnages comme ça, on n'est qu'en horizontalité. Et le storyboard est une ligne absolument extraordinaire. Et c'est un mouvement horizontal comme ça. Le board est complètement dément. Et il y a un groupe aussi pour nous tous sur Facebook qui s'appelle Frame Dump, qui est un groupe de storyboarders américains. Et en fait, la politique de ce groupe dans lequel je me suis incrustée lamentablement, c'est tu postes une image de ton travail pour poser une question. Donc toutes les questions, c'est n'importe quoi. Ça parle de boulot, ça parle de problèmes d'honoraires ou de salaire, c'est questions techniques, ma scintille qui est tombée en rade, machin, etc. Mais la politique, c'est de poster une image. Et donc on voit le travail de chacun. C'est une mine d'or. J'y passe des heures, quoi. Pour moi, c'est un livre. C'est passionnant. Ce groupe, c'est absolument On génial. redonne les coordonnées de ce truc. Ça s'appelle Frame Dump. On mettra le lien en description du podcast. Il y a ça, et puis il y a Mulligan, un storyboarder américain qui est pour moi, je sais pas, il a reçu la lumière dans son berceau, lui, quand il est né. Voilà. Et enfin, Philippe, t'as des refs aussi Je réfléchissais, oui, en fait, m'est revenu le storyboard de Miyazaki. Ça devait être un storyboard de Laputa. J'étais étonné parce que c'est un dessin très transparent, c'est très subtil, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est pas très fourni, c'est pas forcément très détaillé, et en même temps, le dessin, c'est vraiment le plan qu'on a ensuite. À l'intention, mais c'est vraiment le plan, quoi. Et sinon, moi, j'avais beaucoup regardé les films de Pixar, Les Indestructibles, pas le board, mais du coup, je regardais les séquences, je faisais des arrêts sur image et je prenais des captures d'écran pour ensuite m'en faire un espèce de storyboard et pour essayer de comprendre comment c'était foutu, quoi. Donc, et puis Monstres et compagnie aussi, ça c'est vraiment un de mes films favoris, en tout cas chez Pixar. Apprendre un peu du boulot des autres, quoi. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous 5 de venir répondre à mes questions. Merci à toi. Merci. Et du coup, bonne continuation sur vos différents projets, et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Les storyboarders et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Lionel, Delphine, Marc-Antoine, Marie et Philippe pour leur participation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader, à bientôt.